Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. L'œuvre littéraire majeure du début du deuxième millénaire est un recueil de préceptes politiques, l'enseignement pour Méricaré, attribué à Kéti VII, le père de Méricaré. Le pharaon s'érige alors en anti-modèle, en roi piteux et malheureux qui subit de nombreux revers. La politique de Kéti VII en Basse-Égypte repose sur le regroupement de certaines principautés du delta au sein d'un même ensemble administratif et fiscal. Les fils des dignitaires de Basse-Égypte sont éduqués à la cour héracléopolitaine, preuve que les rois d'Héracléopolis disposent de moyens pour contrôler certaines grandes familles locales quand même. Ils s'appuient sur un conseil du palais, composé de favoris de la majesté d'Héracléopolis, et certaines personnalités, issues des grandes familles du Sud, entretiennent des relations étroites avec les souverains héracléopolitains. Par exemple, un certain Setka, un marchand originaire d'Éléphantine, est également inspecteur des prêtres de la pyramide de Pépi II. Les données dont disposent les égyptologues à propos des royaumes d'Héracléopolis et de Thèbes datent du coup de la fin du royaume d'Héracléopolis. Il s'agit donc de documents tardifs, rédigés par les élites du Nord de la fin du XXIe siècle, avant notre ère évidemment, qui réagissent à la puissance grandissante du royaume thébain. Selon ces documents, Kéti VII, puis son fils, Méricaré donc, aurait pris la tête d'une coalition constituée de notables héracléopolitains, des membres du district de la reine du pays, Héracléopolis ou Memphis, et des gouverneurs de la Haute-Égypte. On remarque l'absence de dignitaires ou de troupes venues du delta. Malheureusement, Kéti VII se montre incapable d'organiser efficacement son armée et chaque troupe agit de manière indépendante, agissant selon sa propre volonté. Les conséquences qui en découlent, vous l'imaginez, sont catastrophiques. Dans son recueil, Kéti VII confesse n'avoir pas pu empêcher son armée de ravager la ville de Tis, berceau, carrément, de la monarchie égyptienne, un crime indigne d'un prétendant au trône. Cette bavure, on dirait aujourd'hui, est du pain béni pour les Thébains qui vont s'en servir pour décrédibiliser les rois héracléopolitains. Les origines du royaume thébain sont difficiles à saisir. Il s'agit probablement d'une sorte de superpotentat, regroupant plusieurs provinces différentes sous son autorité, d'Abydos à Éléphantine. Ces rois élèvent des monuments et entretiennent leur propre armée. Ils s'efforcent d'effacer toute trace de l'administration royale memphite. Les populations redeviennent nomades et retournent à une économie plus diversifiée, comme au temps précédant la monarchie memphite. Elle repose sur la chasse, la pêche, l'élevage extensif et l'exploitation des ressources naturelles. L'élevage des bovins joue un rôle majeur en Moyenne-Égypte. Bien qu'ils soient maîtres de nombreuses villes, les grands potentats ne sont pas en mesure d'imposer à leurs habitants un type de fiscalité qui les aurait contraints à travailler plus intensément leurs champs et leurs jardins. Des inscriptions découvertes sur le site de Moala, à 20 km au sud de Thèbes, évoquent un certain Anctifi, grand seigneur indépendant, envoyé par un roi non cité à Edfou et Éléphantine pour réprimer la rébellion de Thèbes et de Coptos. Il profite de cette expédition pour établir son autorité sur les régions situées entre Éléphantine et la limite sud de la région thébaine. Il ressemble assez à ce qu'on appellera plus tard un condottiere, armé par les rois du Nord et envoyé dans le sud pour contrecarrer l'hégémonie de Thèbes et de Coptos sur cette partie du pays. Il réussit à se tailler en fait un territoire de près de 300 km de superficie. L'extrême sud du pays échappe désormais au contrôle de Thèbes et de Coptos. Les sources de Thèbes sont relativement abondantes. Au moment de l'effondrement de la monarchie memphite, la ville est contrôlée en fait par un grand dignitaire local, Shemaï, vizir et responsable de la Haute-Égypte. Son successeur, Ouzer, prend le titre de grand chef, titre prestigieux. On observe alors une étonnante multiplication de titres plus ou moins inspirés par ceux qui étaient en usage durant les 2 derniers siècles de la monarchie. Par exemple, Antef, le grand chef de Thèbes, et Kéti II d'Assiout se proclament grand chef de la Haute-Égypte, tandis qu'un certain I-Shemaï d'Éléphantine s'arroge le titre de grand chef du roi. Mais de quel roi s'agit-il? C'est la grande question. Impossible de répondre justement. Cette persistance des titres en usage sous les rois memphites trahit l'incapacité des familles de notables locaux à affirmer leur indépendance et leur pouvoir sans justement se référer à la monarchie déchue. Cette recomposition politique
s'accompagnent de nombreuses violences. À Balat, le palais des gouverneurs est saccagé, incendié avant d'être partiellement reconstruit. À Akhmim, la nécropole d'Agarsa a livré le corps de plusieurs personnes d'une même famille, appartenant à 3 générations et issues de l'élite locale. L'analyse paléo-anthropologique des dépouilles révèle que ces individus sont tous morts par pendaison. Dans la première moitié du XXIIe siècle, Thèbes accroît son autorité sous l'Égypte d'un certain Antef, que les textes tardifs nomment Antef l'Ancien ou Antef le Grand. Cette forte personnalité s'auto-proclame grand chef de la Haute-Égypte et étend sa domination à la cité voisine, Dendera. Cette annexion est une victoire extrêmement importante pour Antef l'Ancien, car c'est de Dendera que partent les très nombreuses pistes menant au désert oriental. Elle place ainsi Thèbes en position de force. La cité entre alors dans une ère de prospérité économique. Les rois thébains se tournent alors vers une autre route commerciale majeure, celle qui relie Thèbes à la ville de Hou. Cette piste offre un avantage particulièrement intéressant, elle coupe en fait les méandres du Nil. Mais Thèbes n'est pas la seule à convoiter cette route, vous vous en doutez. Coptos, l'allié des Thébains, entend en prendre le contrôle. Les 2 cités entrent alors dans une guerre sans merci. Finalement, Antef Ier, le petit-fils d'Antef l'Ancien, si vous suivez, parvient à s'emparer de Coptos. Cette victoire permet à Thèbes de s'emparer de l'accès au Wadi Hammamat et à la mer Rouge. Elle est si éclatante, cette victoire, que les textes qualifient Antef Ier de fils de Ré, un titre porté par les anciens rois memphites. Le frère et successeur d'Antef Ier, Antef II donc, soumet Hiéraconpolis, Edfou et Éléphantine, ainsi que les territoires jusqu'à Abydos. Thèbes dispose alors de suffisamment de ressources pour pouvoir étendre sa domination au-delà de la Haute-Égypte.